Bonsoir à tous, voici les titres de votre édition de ce lundi. Dans le cadre des préparatifs des élections communales et municipales de mai 2020, la Commission électorale nationale autonome Sénat a rencontré dans la matinée de ce lundi 10 février les partis politiques béninois. Une réunion destinée à informer les formations politiques sur la bonne conduite à tenir lors des élections communales et municipales de mai prochain. Le Bénin ne fait plus partie des pays les plus pauvres, c'est du moins ce qu'il convient de retenir du dernier rapport sur l'indice de développement humain IDH. À ce propos, nous vous proposerons dans ce journal de suivre le ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Biotchané au sujet des efforts envisagés par le gouvernement Talon pour maintenir le cap. Et puis, Esae Football Club a pris la deuxième place au classement de la Vitalor Ligue 1 ce samedi grâce à une victoire étriquée sur Beke FC de Bembereke en match en retard de la 11e journée à René Pleven. Richard Bio et ses poulets lancent ainsi l'opération reconquête du fauteuil de leader à Ayema FC après la fin de leur parcours africain. Bonsoir et bienvenue à tous. Les membres de la Sénat ont rencontré dans la journée de ce lundi 10 février 2020 les partis politiques pour échanger sur la conduite à tenir lors des élections communales et municipales de mai prochain. À cet effet, plusieurs points ont été abordés si le député Noureni Achadé a, à travers le micro de notre reporter, exprimé son désaccord par rapport à certains détails. La présidente de l'UDBN, Claudine Prudencio, a quant à elle officiellement annoncé la participation de son parti aux prochaines élections. Suivons le point avec Jacques Marion d'Almeida. J'avoue que c'est une très bonne séance d'échange entre les partis politiques et la Sénat. Et je voudrais aussi avouer que j'ai vu une Sénat qui maîtrise son dossier, surtout le président de l'institution qui maîtrise son dossier et qui a donné des réponses adéquates aux différentes préoccupations des représentants des partis politiques. Je voudrais aussi dire mon étonnement par rapport à certaines préoccupations des députés qui eux-mêmes ont voté la loi à l'Assemblée et qui malheureusement ne comprennent pas ce qu'ils ont voté et qui, une fois encore, viennent poser des questions sur l'interprétation de la loi au président de la Sénat. Je pense que c'est malheureux pour notre pays et vous comprenez très bien comment on vote aujourd'hui les lois personnelles, les lois qui ne sont pas, qui sont votées les yeux fermés et je déplore cette chose et ça a été vraiment un grand étonnement pour tous les participants que des députés viennent à l'Assemblée et devant la Sénat pour demander l'interprétation de la loi. Sinon, dans l'ensemble, je crois que c'est une très bonne séance et ça nous permet de bien peaufiner nos listes électorales et je crois que j'en arrête là. Mais je ne peux qu'avoir de bonnes impressions. J'ai de bonnes impressions. Comme vous le savez, la Sénat avait publié son programme sur les réseaux sociaux et tout, on l'a eu. Maintenant, la Sénat nous a invités officiellement pour nous présenter le programme, pour nous remettre aussi officiellement sur le programme-là. Voilà. Étant donné que la Sénat a respecté les textes de loi, on n'a aucun problème parce qu'il y a le code électoral, il y a la charte des partis politiques que tous les partis doivent respecter. Vous voyez? On a passé en revue tout ça. Donc, tout le monde a la charte et il suffit tout simplement d'appliquer pour pouvoir confectionner les dossiers en fonction. Absolument, comme vous le savez, l'UDBN est un parti qui est très dynamique sur le terrain. Et je précise encore que l'UDBN va aux élections communales et municipales parce que certaines mauvaises langues racontent n'importe quoi. L'UDBN va aux élections le 17 mai prochain. L'UDBN sera aux élections. Donc il faut que cela soit très clair. Voilà, les intoxications qu'on apprend de part et là, il faut que vous
annoncer la nouvelle. L'UDPN va aux élections et l'UDPN participera à toutes les élections. Restons au champ d'oiseaux pour suivre cette fois-ci le président de Mouel Bénin, Jacques Ayaji, qui a apprécié les nouvelles dispositions prises par la Sénat pour favoriser la bonne marche des élections, de même que Abou Souley Adam, membre de la commission électorale qui, pour sa part, donne plus de détails sur le comportement à adopter. Suivons-le toujours au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Bon, inquiétude avant cette rencontre. Franchement, on ne peut pas dire qu'on avait des inquiétudes parce que le code électoral est clair. Mais la Sénat a bien fait de venir nous repréciser ce que nous pensons maîtriser déjà pour lever les anticorps. Donc je ne peux pas vous dire qu'au niveau des moyens de on avait des inquiétudes particulières qui ont été levées à la suite de ces élections. Non, avec les dispositions que le gouvernement a prises pour faciliter la délivrance des titres fiscaux aux candidats qui ne sont même pas à jour là. Je pense qu'on ne peut pas nous créer plus de facilité dans ce sens-là. Et puis nous ne sommes pas tellement dans la prédisposition où pour le personnel politique, il faut avoir des casiers judiciaires gratuits, des certificats de nationalité gratuits. Moi bien, pas de cela. Ce que nous voulons simplement, c'est qu'il y ait une facilitation dans la dépense sur ces éléments. Et un titre fiscal, ça veut dire qu'il faut avoir le nom du candidat. Si vous n'avez pas de nom, vous n'aurez pas de quitus dans les délais. Pour payer la caution, il faut avoir le nom, sinon on ne peut pas payer la caution. C'est vrai qu'on n'a pas répondu à la question du fractionnement du paiement de la caution, une des questions que vous parlez à poser ici. Je ne pense pas qu'on puisse accepter qu'on nous amène 1815 quittances. Ce n'est pas possible de nous apporter ça. Regroupez, vous payez une quittance en une fois. Votre trésor public, plus pour payer la quittance, il faut jouer la liste de tous les candidats. Il reste sur le donc à ce niveau, je ne trouve pas que ce cas d'école qui a été voté puisse même arriver. C'est hors de question pour un parti qui va à notre élection, la volonté de dossier incomplet, comme d'ailleurs la loi même l'interdit. Il y a également la question du délégué des partis. Je pense que ça devrait être à la Sénat. La loi la régulière aux articles 63 et 64. Chaque parti peut, s'il veut avoir des représentants dans les partis, dans les bureaux de vote, dans les postes de vote, désigner ses représentants, mais à informer la Sénat. C'est ça qu'il s'agit. Ce n'est pas la Sénat qui envoie des délégués qui donnent le parti. Maintenant, d'autres questions qui ont été posées. Il y a quelqu'un qui a reproché ici à la Sénat que l'information est venue en retard. Je voudrais rappeler que dès le 2 février dernier, la Sénat avait déjà adopté ce document dans l'état 1066, ça a publié par voie de presse dans tous les organes, chacun savait bien que les pièces à fournir déjà. C'est donc aujourd'hui que nous allons rencontrer formellement pour le dire. En fait, ce que je voudrais ajouter, nous serons plusieurs séances, je l'ai dit tantôt dans le bureau liminaire, soit à l'initiative de la Sénat, soit sur demande des partis politiques qui veulent venir à la Sénat pour s'imposer ce qu'ils veulent. La Sénat est là pour ça, la Sénat est ouverte pour ça. Nos cadres sont là, les membres de la Sénat sont là également pour vous expliquer. Vous êtes nos partenaires qui nous reviennent de créer les conditions les plus favorables pour nous permettre de passer nos élections. Mais ne nous demandez pas de faire le travail à votre place. En fait, il y a un dernier. Et puis une brève au cours de ce journal. Au cours d'une plénière, les députés béninois ont adopté le mercredi dernier le projet de la loi relative à la criette. Pour le premier changement, il s'agit de l'instauration du double degré de juridiction. Il permettra en effet aux personnes poursuivies devant la juridiction spéciale de faire appel avec la création d'une chambre des appels. Quant au second changement, il est relatif au renforcement des droits de la défense avec l'institution de l'obligation de constitution d'avocats ou commission d'avocats pour les matières criminelles. Enfin, le troisième changement induit par la loi votée porte sur la clarification du crime économique avec des exemples et une liste exhaustive de faits pouvant être qualifiés de crimes économiques au sens de la loi et la simplification de la procédure avec la création d'un droit transitoire qui permet à tous ceux qui sont jugés de pouvoir exercer le recours en appel dès la mise en application de la loi.
Le dernier rapport sur l'indice du développement humain, IDH, soustrait le Bénin au rang des pays les plus pauvres. Le pays doit cette performance au régime en place qui table sur plusieurs politiques économiques et sociales. Ces efforts seront renforcés en vue de performances davantage élogieuses. Abdoulaye Biochane, ministre d'État chargé du plan et du développement, en donne l'assurance. Il est au micro d'Abdelkader Achiro. L'indice de développement humain, c'est un indice composite, un indice synthétique qui prend en compte certaines dimensions du développement économique et social, notamment l'espérance de vie à la naissance, notamment l'évolution du produit intérieur brut et notamment aussi l'éducation, c'est-à-dire le taux d'analphabétisme. Alors, c'est intéressant parce qu'on peut retenir plusieurs choses. Déjà, au niveau de la croissance économique, qui est un élément qui entre dans cet indice-là, nous avons noté, nous-mêmes déjà, à travers notre institut de statistique, que la croissance économique est soutenue depuis 2016. En 2016, quand nous sommes arrivés, la croissance économique en 2015 était de moins de 2%. Depuis, elle s'est constamment accrue et en 2018, nous avons une croissance de l'ordre de 6,7% et en 2019, nous aurons une croissance de plus de 7%, ce qui a permis à la Banque africaine de développement, qui compile les données pour l'ensemble des pays du continent et même de les comparer au reste du monde, de dire que le Bénin est l'un des 10 pays les plus performants dans le monde. Il y a 6 pays africains qui sont classés parmi les 10 pays les plus performants dans le monde et le Bénin est parmi ces 10 pays-là. Alors sur l'indice de développement humain, on peut aussi noter avec satisfaction que le Bénin se classe le premier pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui comprend notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et se classe aussi 4e dans la CEDEAO, qui comprend notamment le Nigeria et le Ghana. Donc nous avons un indice qui s'est beaucoup amélioré, qui traduit donc les résultats, j'allais dire spectaculaires, des politiques qui ont été menées depuis 4 ans. Ces politiques, j'ai parlé de la croissance économique tout à l'heure, qui vient d'une bonne maîtrise de la situation macroéconomique, des politiques saines, budgétaires notamment, des politiques de développement bien orientées et des politiques sociales qui permettent aux populations de commencer par recueillir une partie des dividendes de la croissance économique. Par exemple, vous connaissez la politique de l'eau qui nous permet de donner davantage d'eau potable à nos populations. En 2015 et 2019, l'année dernière, nous avons donné de l'eau potable à plus de 10% de notre population par rapport à 2015. C'est pareil pour l'électricité. Pour l'électricité, il y a beaucoup plus de gens qui ont accès à l'électricité aujourd'hui en 2019-2020 qu'en 2015-2016 quand nous sommes arrivés. Les cantines scolaires, vous le savez tous, quand nous sommes arrivés en 2016, l'État dépensait à peu près 1 milliard pour les cantines scolaires. Depuis, nous avons accru substantiellement ces montants qui dépassent aujourd'hui plus de 12 milliards par an, ce qui fait que plus de 51% de nos enfants qui vont à l'école primaire ont accès aux cantines scolaires, donc qui ont accès à un repas chaud par jour. C'est important parce que ça améliore l'accès aux écoles, ça permet aux enfants d'avoir d'ailleurs de meilleurs résultats et c'est important. C'est donc la combinaison de tous ces facteurs, la santé, l'éducation, la croissance économique, qui se traduit par cette bonne nouvelle, cette bonne évolution de l'indice de développement humain. C'est important de noter que ces résultats ne sont pas accidentels. Ils traduisent donc les politiques, l'impact des politiques qui sont menées par le gouvernement dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine social.
Et donc, s'il y a une leçon importante à retenir, c'est qu'il faut garder le cap. Il faut garder le cap sur la politique macroéconomique. Il faut garder le cap sur les politiques sectorielles qui vont d'ailleurs être amplifiées. Il faut garder le cap sur les politiques sociales. Donc, dans le court terme et dans le moyen terme, le gouvernement du président Patrice Talon est engagé dans cette direction-là. Et le président nous a instruits tous au niveau des ministères sectoriels et aussi au niveau des ministères transversaux à prendre toutes les dispositions pour que ces politiques-là continuent d'être conduites de manière conséquente. Et donc, les perspectives dans ces conditions-là, nous sommes optimistes que les résultats seront aussi bons dans les années qui viennent que maintenant. L'élection de Arnaud Akakpo à la tête du bureau de la CCIB met fin au mandat de l'administration provisoire et ouvre la voie à la mise en application des réformes voulues par l'exécutif béninois. Installée le 7 février 2020, la nouvelle Assemblée consulaire du Bénin a procédé à l'élection de son bureau directeur. Elle a tenu par la même occasion la première session de la mandature 2020-2025. Le bureau élu à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB se compose comme suit. Le CEO du groupe ACAD International en la personne de Arnaud Akakpo est le président. 4 vice-présidents ont également été élus. Casimir Kossi Migan est le vice-président du secteur service, Aruna Kamilou pour le secteur commerce, Rodrigano Degla pour l'industrie et Christiane Tossou Nekodjo est la coordonnatrice région. Alain Amoussou Pévier, le président Kamek, et les 6 régions que sont Cotonou, Abomey, Lokossa, Natitengu, Porto Novo et Parakou sont confiés à des coordonnateurs. Ainsi, Tossou Christiane a hérité de Cotonou, Tono Assogba Marcelin d'Abomey, Tokonyon Kofi Jack de Lokossa, Ojo Raji de Natitengu, Hundegla Alfred de Porto Novo et à Jimito Antoine de Parakou. L'élection de ce bureau national et des coordonnateurs met un terme au mandat de l'administration provisoire dirigée par Alain Nkati qui a organisé l'élection des nouveaux membres, une décision du Conseil des ministres du 25 septembre 2019. Le ministre du Commerce Shadia Alimatou Assouma s'est réjoui des réformes qui ont permis l'élection dont les élus installés. Aujourd'hui, l'Assemblée consulaire du Bénin va désormais se remettre dans la danse comme partenaire de l'État pour le bonheur du commerce béninois. La loi des modèles ou l'éducation par l'exemple, c'est le titre de l'ouvrage lancé le vendredi 7 février 2020 par le professeur émérite Albert Jovite Nouhouaï à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Ce lancement a donné l'occasion à l'assistance d'émettre des commentaires. La qualité de l'auditoire a été profitable pour les étudiants. Suivez un extrait du commentaire de l'enseignant Eustache Roger Kofi à Danhoumé. Il est maître de conférences en philosophie éthique, morale et politique au département de philosophie de la FACH à l'université d'Abomey-Calavi. Il est au micro de Carles Kitome et de Jacques Marion d'Almeida. Que je vois au-delà de ce que je pourrais appeler une œuvre de testament, une œuvre testamentaire, parce que j'ai vu à travers son travail, quand je l'ai écouté, je n'ai pas encore lu l'opuscule. Je l'ai feuilleté, j'ai vu que l'approche qu'il a conduite, c'est une approche interdisciplinaire. Une approche interdisciplinaire où un certain nombre de disciplines se donnent la main pour proposer quelque chose d'autre qui ne paraissait pas aussi évident. J'ai fait un travail avec le professeur sur la démocratie, l'utopie des défenseurs démocratiques, qui a été publié à l'Harmattan en 2005 à Paris. Et j'avais dit que le débat démocratique est un débat d'autre axiologie. Mais ce que le professeur apporte de fondamental aujourd'hui, c'est que au-delà du débat sur les principes, sur les valeurs, il y a aussi le modèle. Et là, je vois le professeur de plein pied dans ce qu'on pourrait appeler en psychologie le behaviorisme, c'est-à-dire la psychologie du comportement. Des auteurs comme Watson, Skinner disent que pour éduquer, il faut éduquer par le modèle, par l'imitation, par la répétition. Mais le professeur va encore au-delà de
de cette vision des choses en disant qu'il ne suffit pas seulement de répéter, d'imiter, il faut aller au-delà de cela. Et là, ce que le professeur dit, c'est à des échelles données, Je me suis même posé moi-même la question, je disais, dans une famille, les parents parlent, les parents éduquent, faites ça, ne faites pas ça. Mais au-delà de ce que les parents disent, c'est le comportement des parents qui éduque. C'est le parent modèle qui fait l'enfant modèle. Et là, quand nous lisons la psychanalyse de Freud, on retrouve cela dans la structuration du petit garçon, de la petite fille, les différents complexes qui vont être construits avec le temps. Et au niveau aussi politique, ce matin, à 6 h, j'écoutais une émission d'un philosophe français qui a beaucoup travaillé sur le désenchantement. Il s'appelle Marcel Gauchet. Dans un dialogue avec un autre philosophe qu'on appelle Alain Badiou. Alors, il parlait du problème de la représentation, le rapport entre la représentation et l'incarnation. Pour dire que, bon, au fait, aujourd'hui, bon, il faut se garder de croire que celui qui fait office de prince dans la République, il n'incarne pas. C'est pas, il représente. Mais le problème que pose la représentation ici aujourd'hui, qui est expressif de l'anomie ou du malaise démocratique, c'est la difficulté ou le défi à allier la fragilité de l'individu. Parlons à présent sport dans cette édition. Esae Football Club a pris la 2e place au classement de la Vitalor Ligue 1 ce samedi grâce à une victoire étriquée sur Beke FC de Bembereke en match en retard de la 11e journée à René Pleven. Richard Bio et ses poulets lancent ainsi l'opération reconquête du fauteuil de leader à Ayema FC après la fin de leur parcours africain. Reportage Larios Setondé à Djaboueno. Une semaine après la fin de son parcours en Coupe de la Confédération CAF, Esae Football Club entame la reconquête du fauteuil de leader de la Vitalor Ligue 1 par un succès face à Beke FC, 1-0. Face aux guerriers de Bembereke, les universitaires font un récital jusqu'à l'ouverture du score à la 34e minute de Christian Biokou à la suite d'un bon travail sur le flanc gauche de Massim Kokpon. Cette première période du match en retard de la 11e journée est maîtrisée par les poulains de Richard Bior. Cependant, leurs adversaires vont les bousculer par 2 fois, obligeant Marcel Dandino à effectuer une parade juste avant la mi-temps. Au vestiaire, le coach Richard recadre son équipe. Et ça, tu ne peux pas être avec un avançant qui va tourner et frapper. Je dis non, tu es avec l'avançant, il ne peut pas tourner et pivoter et frapper la terre. Ça, c'est dangereux. Il a fallu l'espace de notre gardien, sinon là, on encaissait. Si je suis appelez-le le second. En seconde période, Massim Kokpon, Roujdan Bello, Eric Sewa, Farid Edou et consorts vont s'émousser peu à peu, laissant la clé du match aux visiteurs. Mais ces derniers ne parviennent pas à rétablir la parité. Les universitaires ne réussissent non plus à faire le break avec les quelques ballons de contre. C'est un match au cours duquel nous avons souffert en seconde partie parce que les organismes sont tellement sollicités. Et en seconde partie, vraiment, ça ne répondait plus. Mais puisqu'il fallait répondre présent, parce que nous sommes désormais l'équipe à abattre, il fallait quand même supporter les velléités de l'adversaire. Grâce à cette victoire, Esae remonte à la 2e place au classement avec 26 points à 4 unités du leader actuel, Ayema FC. Les joueurs doivent puiser dans leur trip à chaque match afin de maintenir le cap. Nous avons un autre statut désormais, Esae. Parce que quand les autres équipes viennent, ils viennent pour gagner Esae. Parce que c'est Esae qui est en tête désormais. Donc ils viennent autrement. Et mais nous nous préparons, nous allons prendre les matchs là les uns après les autres. Et ça ne nous fait pas peur. La seule difficulté, c'est que nous devons faire 3 matchs en 8 jours. Vous voyez ce que ça veut dire, même au niveau professionnel, c'est très compliqué.
Après Béké, le marathon des matchs en retard se poursuit avec la réception de l'AS Tonnerre de Boycon ce mercredi 12 février 2020 et le déplacement à Parakou pour affronter Buff FC le dimanche prochain. Le championnat national de basketball Super League 2019-2020 a démarré ce samedi au Hall des Arts, loisirs et sports de Cotonou. Au terme des premiers matchs, l'association sportive du port autonome de Cotonou ASPAC a battu Renaissance Basketball Club en dames 68-61 et en hommes 87-66. Le club portuaire affiche donc ses ambitions en début de saison. Ces objectifs ont été exposés par son président Jean-Paul Nikwe quelques jours avant le démarrage du championnat. L'ASPAC est prête et notre ambition c'est d'être championne, équipe championne. Chez les seniors hommes et chez les seniors dames. Ce qu'on fera cette saison, je vous donne rendez-vous à la fin de la saison pour voir si ASPAC sera équipe championne ou non. Mais comme je vous l'ai dit, cette saison qui va commencer samedi, on sera équipe championne chez les seniors hommes comme chez les seniors dames. Le dernier match de la première journée de la Super League disputé au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo a été remporté par Élan devant Espoir 94-52. 4 équipes chez les dames et 5 en hommes sont engagées dans ce championnat. Et puis avant de boucler définitivement cette édition, voici en page inter l'actualité au Cameroun, en Guinée et en Chine. Démarrons cette page par l'actualité au Cameroun. Les Camerounais ont voté hier pour élire leurs députés et les conseillers municipaux. Un vote sans incident majeur à l'échelle du pays. La participation à ce double scrutin, de l'avis de plusieurs observateurs, a été assez faible. De cette journée électorale, on retiendra à coup sûr le petit tacle en guise de satisfecit exprimé par Paul Biya à l'endroit du MRC et son président Maurice Kamto. Après avoir exercé son devoir civique, le président camerounais a en effet tensé les petits partis politiques qui ont appelé au boycott de ce double scrutin. Réunis en sommet, l'organisation panafricaine a fait le point sur l'épidémie de coronavirus qui frappe principalement la Chine. Le directeur du Centre africain de prévention et de lutte contre les maladies a fait le point sur la préparation du continent sur cette épidémie. Le docteur John Nkengasson explique qu'une équipe spéciale a été formée pour suivre l'évaluation de la situation. Elle rassemble l'ensemble des pays membres 2 fois par semaine. 15 pays sont désormais capables de tester efficacement les personnes qui présentent des symptômes. Ils ont suivi une formation qui s'est achevée samedi à Dakar. 20 nouveaux pays devraient bientôt recevoir la même préparation. Parallèlement, l'OMS a envoyé des kits de tests. La Chine a envoyé 3000 qui seront entreposés à Addis Abeba et serviront de secours. Et pour finir en Guinée, la CEDEAO a accordé ce dimanche 9 février un court délai jusqu'au 15 février pour que la justice bissau-guinéenne règle le contentieux électoral. Le candidat du PAIGC, le parti du pouvoir, Domingos Simon Pereira, a soumis cette semaine un nouveau recours devant la Cour suprême de Guinée-Bissau demandant l'annulation des élections qui se sont tenues le 29 décembre dernier. La commission électorale ayant réitéré la victoire du candidat de l'opposition, Umaro Sissoko Embalo. La CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, s'était réunie en sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement à Addis Abeba en marge du sommet de l'Union africaine pour débattre précisément de la situation politique en Guinée-Bissau. La réunion présidée par le chef d'État nigérien Mahamadou Issoufou, président en exercice du bloc régional, a également compté sur la présence du Premier ministre bissau-guinéen Aristide Gomez. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction et de réalisation. Passez une bonne soirée.